Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la liberté. Alors, ce qui m'a donné l'élan de vous partager ces quelques mots aujourd'hui, c'est le sentiment que beaucoup d'entre nous entretiennent des représentations figées de ce qu'est une vie spirituelle, de ce qu'est un acte juste ou un acte injuste, un acte altruiste, un acte égoïste, une vie bonne, une vie morale ou éthique. Et quelquefois, ces représentations figées que je peux avoir de ce qui est juste ou non vont déterminer des jugements et des culpabilités, des ressentiments que je vais projeter sur l'autre ou sur moi. Typiquement, je vais me juger ou juger l'autre qui n'a pas agi conformément à ce que j'estimerais juste ou légitime. Ces représentations, en réalité, je les porte en moi comme une charge de contrainte, de devoir et essentiellement de culpabilité et de honte. La culpabilité et la honte sont les charges d'énergie pour simplifier, de toutes les décisions, de tous les actes, de toutes les communications que j'ai pu entretenir avec d'autres ou avec la vie, dont je n'ai pas pris la responsabilité. Pour dire que la culpabilité, en un sens, c'est la trace ou le symptôme d'une responsabilité que je n'ai pas prise. Quand je prends la responsabilité de quelque chose, eh bien, je me libère de la culpabilité. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Parce que quand on parle de culpabilité, on parle d'un mal-être qu'on projette sur soi. Je m'en veux d'avoir agi ainsi, je n'aurais pas dû agir ainsi. Ou j'aurais dû faire quelque chose que je n'ai pas fait. Donc ça, c'est en général ce qu'on appelle la culpabilité. Je vais m'identifier au coupable. Mais je peux aussi, à partir de la même grille conditionnée, la même grille d'aveuglement, projeter sur l'autre qui n'a pas agi conformément à certaines représentations de ce que j'ai qu'il aurait dû faire ou être ou dire. Et en ce cas-là, ce n'est pas moi qui suis coupable, ma culpabilité ou la culpabilité, je vais la projeter sur un autrui et donc je vais le voir coupable et je vais développer un ressentiment à son égard. Mais en réalité, c'est la même charge d'énergie, c'est le même substrat d'aveuglement traumatique ou karmique qui va faire que je vais accuser l'autre ou je vais m'accuser moi. Ces charges sont dues à des endroits où il y a un refus de prendre une responsabilité. Si vous vous souvenez peut-être de telle ou telle occasion où vous avez confessé quelque chose, où vous avez demandé pardon, où vous avez reçu une demande de pardon, vous allez voir qu'en général, ça libère la charge de culpabilité ou la charge de ressentiment. Quand quelqu'un prend sa responsabilité par rapport à une outrance que vous estimez avoir subie ou un préjudice, quand la personne reconnaît sa responsabilité, vous allez voir que le ressentiment que vous avez va s'alléger. Et de la même façon, lorsque vous reconnaissez quelque chose dont vous vous sentez intimement coupable, lorsque vous prenez la responsabilité de cet acte au lieu de chercher à le masquer ou le dissimuler, ou de vous en défendre, eh bien, la charge de culpabilité va aussi se dissoudre.
Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des réparations à opérer sur le plan concret, matériel, mais au niveau intime, il y a quelque chose qui va se réaligner. Il y a un conflit intérieur qui va se résorber. Donc la prise de responsabilité, c'est ce qui va me permettre de me libérer de la charge de culpabilité qu'on peut appeler aussi la charge du karma, la charge de tous les actes que j'ai commis et qui ont eu des conséquences dont je n'ai pas voulu assumer la responsabilité. Et donc cette culpabilité va faire que je vais encore et encore attirer les situations qui vont m'amener à vivre ou revivre ce que j'ai fait subir à autrui, comme s'il s'agissait de rééquilibrer une énergie, jusqu'à ce qu'à un moment, je puisse me libérer de cette attache énergétique en prenant la responsabilité ou d'une autre manière, qui est un peu plus difficile, en m'en détachant complètement. Mais ça implique d'avoir trouvé un endroit en soi qui est libre de toutes les identifications personnelles et séparées. Donc la plupart du temps, dans la vie commune, c'est la prise de responsabilité qui va me libérer. Et je faisais cette petite digression parce qu'on parlait de liberté. Et ce qui m'empêche d'être profondément libre, c'est la charge de culpabilité pour l'essentiel. La charge d'injonction que je porte, la charge de représentation que je porte de ce que je dois ou ne dois pas être, faire, dire, agir, et qui va conditionner une grande partie de ma vie. Il faut comprendre que cette charge, elle va se manifester comme un agrégat mental qui va enfermer la lumière de mon être essentiel. Mon être essentiel, il est libre. Il est pure inspiration, mais les actes qui pourraient procéder de ce lieu de liberté intérieure vont être englués dans la chape de culpabilité du mental. Et donc, vont créer des conflits intérieurs qui vont agir un peu comme des résistances. En physique, on parle d'effet Joule, quand il y a une résistance mécanique à un mouvement, il y a un frottement. Quand vous poussez un meuble sur le sol, vous voyez qu'il y a une résistance due à la gravité et au frottement. Et bien, ce frottement, c'est de l'énergie qui est consommée du fait de ce conflit. C'est la même chose qui se passe au niveau de notre être. Quand le champ du mental a été libéré, eh bien, les impulsions de l'âme, les impulsions de mon être essentiel, profond, vont traverser directement sans perte d'énergie et s'incarner dans la réalité. Et donc, il va y avoir une forme de puissance et de vitalité qui va se manifester à travers mes actes et mes décisions. Lorsqu'il y a une chape de culpabilité, de honte, de représentation, quant à ce que je devrais être ou ne pas être, faire ou ne pas faire, etc., eh bien, l'impulsion initiale va être filtrée, affaiblie par cette trame de représentation et de trauma qui vont affaiblir l'énergie vitale. Et donc j'ai beaucoup plus de difficultés à être dans la vie, à relationner, à prendre des décisions non ambiguës. C'est quelque chose en moi qui est en conflit intérieur. J'ai un conflit entre mon impulsion vivante et des représentations qui viennent me limiter. Et c'est ce qui va faire que je vais me sentir étriqué ou enfermé dans ma vie. Lorsque je clarifie ces espaces-là,
eh bien, je vais pouvoir prendre complètement la responsabilité de mes impulsions, de mes élans, et je vais voir qu'en fait, ils sont libres, rien ne me contraint. Je peux décider de quelle attitude intérieure je veux goûter, quel acte je veux poser, à partir d'un endroit qui est libre d'injonctions, libre de devoirs, libre d'interdits. Je suis totalement libre de faire ce qu'on pourrait appeler le bien ou le mal sur un certain plan. Il n'y a pas de séparation. Mais depuis cet endroit, qui est un endroit qui voit clairement les choses, en réalité, je ne vois pas l'autre comme étant séparé de moi. Donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de possibilité de faire du mal sciemment à quelqu'un d'autre. L'intention de cet être qui est là dans sa vérité, qui rencontre un autre être, qui va le voir comme un être également divin, ne peut être que de se mettre en lien avec cet autre. Donc il n'y a pas de possibilité d'agresser l'autre ou de lui faire du mal. Ça ne veut pas dire que l'autre ne souffrira peut-être pas de l'interaction, mais l'intention en tout cas qui procède de mon acte relationnel avec l'autre va procéder d'un endroit qui reconnaît l'autre comme un frère ou une sœur. C'est le sens de la salutation qu'on retrouve en Inde, le namasté, je reconnais le divin qui est en toi. Alors au-delà de la formule qui peut être totalement vidée de son sens, c'est une invitation à te reconnaître et à nous reconnaître l'un et l'autre depuis un endroit libre de tous les conditionnements, libre de tout ce que je crois connaître de l'autre, libre de tout ce que je crois voir de l'autre. Quand je suis à cet endroit-là, il y a une connexion qu'on pourrait dire de cœur à cœur. Un endroit où il y a juste un désir de lien. Je t'aime et je veux que tu m'aimes. C'est l'essence de l'élan vital à la base. Et quand cet élan il est filtré par tous les conditionnements du karma, de nos culpabilités résiduelles, eh bien ça va donner des attitudes tragiques parce que je vais exprimer mon désir d'amour d'une manière malhabile, d'une manière que j'ai apprise à un moment dans certaines situations relationnelles défaillantes et dans lesquelles je me suis enfermé à une époque donnée. L'exemple courant, si vous voulez, c'est la théorie de l'attachement qui a été initiée par Bowlby, qui montre combien quand l'enfant est soumis à des relations de dépendance défaillantes, il va mettre en place des systèmes d'attachement, des modes de survie qui vont déterminer des manières d'être qui vont être dépendantes, contre-dépendantes, désorganisées, c'est-à-dire ça va donner des traits de personnalité évitants ou de dépendance affective ou d'insécurité, de chaos dans les relations et dans la sexualité. Ça, c'est un exemple de traces que peuvent laisser des expériences antérieures qui vont venir brouiller notre relation directe à l'autre. Et là, notre désir de communiquer à l'autre de l'amour va se faire de manière tragiquement maladroite. Et souvent même, on va oublier que notre intention profonde, c'est une relation d'amour, de cœur à cœur avec l'autre. Donc, il y a une corrélation entre le sentiment profond de ma liberté, me sentir libre intérieurement dans la vie, et avoir clarifié ce champ mental, ce champ d'injonctions culpabilisantes que je porte autour du noyau de lumière que je suis. Plus quelqu'un est connecté à son individu libre, plus il va faire l'expérience de cette liberté, de cette joie créatrice dans sa vie. Il y a plusieurs signes, au contraire, qui pourraient montrer que la personne est enchâssée
dans un champ mental oppressif. Le sentiment d'enfermement, effectivement la culpabilité, le manque d'énergie vitale, les conflits intérieurs, la difficulté à entretenir des relations saines avec autrui, l'identification avec les schèmes du triangle de Cartman, c'est-à-dire bourreau, victime, sauveur. Qu'est-ce que je peux vous donner encore? Oui, le manque de légèreté et de joie dans la vie, la tendance à dramatiser. Tout ça, ce sont des symptômes d'endroits où il y a une identification entre mon être essentiel et ces mémoires, ces champs de mémoire. On peut aussi compter les instabilités émotionnelles avec des très hauts et des très bas. Et je suis tellement en joie, tellement heureux, tellement comblé d'avoir ce que je veux, et je suis tellement désespéré de ne pas avoir ce que je veux. Ce sont des attitudes figées, des états figés qui nous enferment dans la dualité et donc conditionnent notre plénitude, notre joie à la moitié de la réalité, à la moitié des expériences. A l'inverse, lorsque ma vie est profondément connectée à l'être essentiel que je suis, eh bien, il y a une fluidité, il y a une énergie vitale, il y a une clarté, il y a une simplicité, il y a une évidence qui me guide. Il y a ce que de l'extérieur on va nommer de la créativité, et qui est en réalité la singularité de qui je suis, qui va se manifester dans la vie, quelle que soit la forme, dans la relation, dans la manière d'être, dans les inspirations que je vais avoir, dans les formes auxquelles je vais donner naissance, que ce soit à travers des médiums artistiques ou matériels. Il n'y a pas de forme imposée, ce n'est pas un art académique, encore une fois, l'art académique est aussi une forme de conditionnement. Ça peut être des choses très très simples, qui ne sont pas du tout reconnues par l'extérieur. Mais il y a cette vitalité qui est là, cette énergie vitale, cette profonde tranquillité et sécurité qui va s'épancher et se manifester dans les relations. Et évidemment, l'un des critères de libération de notre champ karmique et de notre vie ancrée dans ce centre spirituel que je suis, c'est ma capacité à être dans des relations saines et authentiques avec autrui, des relations dans lesquelles je vais respecter mes limites, respecter celles de l'autre et être dans un contact à l'autre qui va être guidé par le désir de lien avec l'autre et non pas par le désir d'obtenir quelque chose de particulier ou de singulier. Le désir profond, comme le disait Marshall Rosenberg, le fondateur de la CNV, de la communication non violente, mon désir va être un désir de lien, un désir d'être en relation avec l'autre, et pas un désir d'avoir raison ou d'obtenir ce que je veux. Et à partir de là, bien, je vais connecter un sentiment de liberté intérieure qui ne va plus dépendre des circonstances extérieures, parce que, au fond, quand j'ancre tous mes choix et mes décisions depuis cet endroit libre de conditionnement, libre de dualité, bien, mon acte extérieur va toujours être un acte orienté vers l'amour et la rencontre de l'autre. Et laisser l'autre me rencontrer dans l'authentique individualité que je suis. À ce moment-là, bien, l'être qui va se manifester va le faire d'une manière qui peut être parfois décalée par rapport aux représentations que je peux avoir de ce qu'est un être spirituel ou un être moral ou éthique. Parce que cette personne va pouvoir être en contact direct
avec l'autre, avec tous les autres, et va être libre de ces grilles de jugement ou de représentation. Mais autrui qui est témoin ne l'est peut-être pas. Il va peut-être interpréter ces actes comme une transgression. Il y a des exemples multiples même dans les religions instituées. Hein. Le Christ, par exemple, transgressait certaines lois du peuple juif, ne respectait pas certaines injonctions religieuses. De la même façon, il y a des personnages dans le Coran ou dans d'autres textes sacrés qui décrivent ces personnages qui commettent des actes qui, au premier abord, pourraient apparaître comme criminels ou égoïstes, et qui, sous un autre aspect, sous un éclairage plus vaste, se révèlent dans leur vérité. Donc, l'être spirituel éprouve ce sentiment de liberté et de responsabilité, parce que les deux se rejoignent. C'est qu'en prenant 100% de cette responsabilité que je suis complètement libre. À partir du moment où il y a un acte dont je ne prends pas la responsabilité, ou une conséquence dont je ne prends pas la responsabilité, je vais me sentir contraint ou enfermé à un endroit, plus ou moins grand. Mais ça commence comme ça. C'est la prise de responsabilité à 100% qui m'amène à vivre la liberté à 100%. Et tant qu'il y a des blessures, des traumatismes, d'attachement ou des traumas ponctuels qui laissent des traces, même l'énoncé de ces affirmations va créer une réaction. Ça ne va pas être vu comme l'expression d'une libre créativité neutre. Tiens, c'est intéressant, ou tiens, ça ne m'intéresse pas. Non, il va y avoir une réaction en face. La réaction, ça peut être de la colère, ça peut être de la peine, ça peut toucher énormément de choses. Mais la représentation que je vais avoir de ce qui est juste ou pas juste est précisément ce qui m'enferme dans une personnalité figée. La personnalité, c'est tout ce que la société a voulu faire de moi, tout ce que ma famille a voulu faire de moi, tout ce que la succession des vies ou des histoires ou des mémoires que je porte ont fait de moi. D'où l'importance, progressivement, de se libérer de ce carcan de la personnalité ou de l'ego, de transgresser les limites de l'ego et de trouver des espaces dans lesquels l'individu que je suis va se sentir suffisamment en sécurité pour pouvoir aller explorer des zones qu'il n'aurait pas osé explorer dans le champ habituel de la société ou dans le cadre de sa famille ou de ses connaissances ou de son milieu amical ou professionnel. Dans les espaces thérapeutiques, individuels ou dans les groupes que je propose notamment, l'un des aspects pour moi les plus essentiels, c'est de créer un contenant, une dimension groupale, collective, qui va être libre de tous ces jugements pour permettre à l'individu unique qu'est chacun de s'exprimer totalement avec cette intention de ne pas juger. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des résonances entre nous et que par moments je vais être activé parce qu'un tel dit ceci ou cela. Et évidemment que je vais être touché. Mais je peux à un moment mettre l'intention de me libérer de cette réactivité et de la reconnaître comme la trace d'une blessure ou d'une mémoire et non pas un problème de ce qu'est l'autre. Donc ces groupes ou ces espaces dans lesquels l'intention va être d'offrir le maximum de bienveillance, de respect, d'écoute, de non-jugement, de consentement évidemment aussi, va nous permettre d'aller de plus en plus loin dans la rencontre de la personnalité authentique que je suis, derrière toutes les murailles dans lesquelles je me sens enfermé. Et ce n'est pas une attitude, encore une fois, ça peut être, je veux dire, les ruses du mental, dans une certaine mesure, je considère que
Le mental, c'est Shaitan, c'est Satan, dans la tradition chrétienne. C'est le séparateur, c'est celui qui sait séparer et dire ça c'est bien, ça c'est mal. C'est comme ça que commence la culpabilité. Je vais mettre une dualité dans un endroit où a priori il n'y avait que l'innocence. Et Shaitan, le mental, est rusé et il sait tout récupérer. Il sait détourner nos meilleures intentions. Donc même ce que je dis là va être détourné, il peut être détourné, y compris par mon mental. D'où l'importance d'être vigilant, de veiller, de poser cette intention, de rester dans cet espace libre de conditionnement depuis lequel je peux voir la réalité telle qu'elle est et je peux voir l'autre tel qu'il est. Et donc, je peux garder le cœur ouvert et rester connecté à la seule chose que je désire profondément, qui est l'amour et le partage de cet amour avec l'autre. Mon désir profond, c'est la communion. C'est la raison pour laquelle je suis ici, même si ce désir de communion se traduit de manière maladroite dans la plupart de mes interactions au quotidien. Et l'espace qui nous a blessés était un espace relationnel, et l'espace qui nous guérit, le lieu qui nous guérit, c'est aussi un espace relationnel. C'est pour ça que je crois profondément dans les thérapies relationnelles, parce que la relation est le lieu autant du traumatisme initial que le lieu de la guérison, le lieu de la réparation. À un endroit, j'ai été rejeté dans ce que j'étais dans une relation, dans ce que je croyais être. Évidemment, je n'ai jamais été rejeté dans qui j'étais. J'ai été rejeté dans un acte ou dans une parole que j'ai émise. Mais je l'ai pris comme un rejet et j'ai construit cette personnalité pour m'en protéger à l'avenir. Et aujourd'hui, il va s'agir de revivre une situation relationnelle dans laquelle ce qui avait été rejeté va pouvoir être accueilli, y compris l'émotion, y compris la pensée, la communication, y compris le vécu corporel qui avait été interdit. Et dans ces retrouvailles avec cette part que j'avais rejetée moi-même pour protéger le lien, eh bien quelque chose va se libérer et s'ouvrir davantage. Voilà, c'est le sens de l'accompagnement, en tout cas tel que moi je le perçois, tel que moi il m'a aidé sur le chemin, que ce soit en accompagnement individuel ou en groupe. La relation est le lieu de la guérison, le lien est le lieu de la guérison, le lien est le lieu de l'apprentissage, et c'est ce que je cherche, c'est ce que je suis venu chercher, c'est ce que je cherche toujours. Je cherche à éprouver un autre, à le rencontrer, je cherche à l'aimer, à le connaître, parce qu'il m'est infiniment inconnu au départ. Et je suis là pour ça. Donc ces groupes, ces interactions thérapeutiques sont le lieu de la réparation, le lieu de la libération, le lieu pour retrouver une liberté authentique. Et c'est aussi pour ça que si on fait venir quelqu'un dans un de ces groupes et qui n'a pas été intégré dans la dynamique du groupe initial, il va peut-être être surpris et choqué de ce qu'il va y voir, puisqu'il y a quelque chose qui n'a pas été, on pourrait dire, amadoué. Il y a toujours une agressivité à fleur de peau ou un jugement à fleur de peau qui fait que non, c'est pas acceptable, c'est pas correct. Mais pour les personnes qui participent au processus, elles ne sont pas au même endroit. Il y a un champ relationnel qui s'écrit entre elles. Du coup, ça permet des explorations, d'aller dans des endroits qui transgressent quelquefois les limites de ce qu'on peut estimer spirituel ou pas, ou décent, ou pudique,
mais c'est l'endroit de la vraie liberté créatrice, de l'être quand il va dans cette innocence. Et ça ne veut pas dire que cette liberté, je vais la manifester aussi à l'extérieur. Parce que quand je suis dans cet endroit-là, j'intègre les limites de l'autre, y compris de la société qui ne peut pas accepter certains comportements, certaines libertés. Mais ce qui est vécu dans les groupes n'a pas vocation à se vivre forcément à l'extérieur. Mais en tout cas, je me suis donné la possibilité de le vivre. Et ça veut dire que lorsque je suis en présence d'un autre qui a la même ouverture de cœur, ce champ-là va être possible et ouvert. J'ai transgressé les limites de mon faux self, de ma fausse personnalité. Je peux vivre un endroit où je suis libre de décider de tout vivre à partir de cette intention d'amour avec l'autre. Voilà, j'ai dit beaucoup de choses. C'était assez dense. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Mais c'est un sujet en tout cas qui m'est cher parce que moi-même j'ai souffert et je souffre encore de ces endroits d'enfermement, de blocage, et j'avais envie de vous témoigner ce qui a été pour moi important à découvrir et ce qui m'a aidé sur le chemin et comment j'ai envie de contribuer à partager cette vision et à soutenir vos propres explorations vers encore plus de liberté, de joie, de vitalité dans vos vies et dans vos relations. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt.